Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va faire une note d'analyse ici sur Eli Lilly. Donc, je vais vous présenter la note d'analyse qui est basée sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Un petit truc ici, juste pour aller droit au but. Qu'est-ce qui se passe sur Eli Lilly? Est-ce que c'est une entreprise qui mérite avoir votre attention ici au prix actuel? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Donc, on y va rapidement. Au premier trimestre, Eli Lilly a affiché une santé financière robuste dépassant les attentes des analystes. On va le dire comme ça. Donc, la société a rapporté un bénéfice par action de l'ordre de 3,34 $ en hausse de 29% sur un an et un chiffre d'affaires de 12,113 milliards de dollars marquant une croissance spectaculaire de 45%. Cette performance est principalement attribuable à la dynamique continue de son médicament phare contre le diabète, le Mounjaro, dont les ventes ont bondi de 113% pour atteindre 3,24 milliards de dollars. On aime bien ça, d'accord? Donc, cette progression s'explique par une augmentation des volumes. C'est très important, d'accord? Sur la plupart des grands marchés et une pénétration accrue à l'international qui ont largement compensé une baisse des prix des ventes nettes. Donc, quand on vend un médicament, c'est très intéressant ici de toujours savoir est-ce que le chiffre d'affaires augmente parce que le prix a augmenté ou bien est-ce que le chiffre d'affaires augmente parce que le volume a augmenté ou bien c'est un mix des deux. C'est important parce que là, on a répondu à la question de savoir pourquoi est-ce que le Mounjaro a connu une très belle performance. Et vous voyez que les volumes comptent. Mais derrière, vous devez tout vous poser la question de savoir est-ce que le prix également a eu un impact positif ou négatif sur cette croissance-là. On va le dire comme ça. Donc, s'ajoute à ce succès la contribution remarquable du Zepbound. Son traitement contre la perte de poids qui a généré des ventes de 2,31 milliards de dollars, s'imposant comme un autre catalyseur de croissance majeur pour le groupe. Malgré cette dynamique commerciale exceptionnelle, Eli Lilly a tempéré ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2025. La direction anticipe désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 20,78 $ et 22,28 $. Donc, en retrait par rapport à sa prévision antérieure de 22,50 $, entre 22,50 $ et 24 $. Bon, ce n'est pas une grosse différence ici, mais la question toujours est de savoir pourquoi. Cette révision n'est pas le signe d'un ralentissement de l'activité, mais reflète principalement les charges liées à l'acquisition de Scorpion Thérapeutique en janvier dernier. Vous vous rappelez quand je vous avais dit il y a quelques temps, je pense qu'on en avait parlé il y a peut-être 2 ans ou 1 an et demi, du fait que avec le fameux patent cliff, ça ne concerne pas Eli Lilly ici, et elle a avoir énormément de fusions et acquisitions. Donc techniquement, enfin, je pense même que Sanofi a fait l'acquisition d'un business dernièrement ici, et ça ne va pas s'arrêter là, parce que parfois, on fait de la recherche et développement en interne, ou bien on aura tendance ici à racheter des laboratoires pharmaceutiques ici, qui ont déjà des médicaments qui sont peut-être en phase 2 ou phase 3 et qui sont assez prometteurs. Et quand vous regardez une compagnie pharmaceutique, il faut toujours aller regarder le pipeline. C'est pour ça que je préfère Eli Lilly et Novo Nordisk. À Novo Nordisk, on va le dire comme ça. Parce qu'en termes de pipeline, Novo Nordisk, Eli Lilly est en avance par rapport à Novo Nordisk. Ok, je ne dis pas que Novo Nordisk est mauvais, mais vous pouvez comprendre la raison pour laquelle Eli Lilly se négocie parfois à un prix, entre parenthèses, assez premium. Donc, la recherche et développement est très importante et au niveau des Eli Lilly, non seulement ils investissent plus en recherche et développement, et investir plus ne veut pas, en termes de pourcentage par rapport aux revenus, si on compare avec Novo Nordisk, mais n'oubliez pas également une chose, parce que ce n'est pas parce que vous investissez massivement en recherche et développement que vous allez forcément trouver quelque chose. Il y a des entreprises qui avaient presque rien du tout, ont trouvé des blockbusters. C'est quoi un blockbuster? Un médicament généralement qui ramène à peu près en termes de revenus 1 milliard de dollars et plus au minimum. Donc, ces coûts inhérents à toute opération de croissance externe viennent impacter mécaniquement la rentabilité à court terme. Il est toutefois essentiel de noter que les prévisions de chiffre d'affaires pour l'année ont été maintenues dans une fourchette entre 58 et 61 milliards de dollars, témoignant de la confiance de l'entreprise dans sa poursuite de sa trajectoire, pas dans sa poursuite, mais dans la poursuite de sa trajectoire de croissance. Concernant l'environnement commercial international, la société a indiqué que les droits de douane actuellement en vigueur n'auraient pas d'impact matériel sur ses résultats de 2025. Donc, elle a néanmoins prévenu qu'une extension de ces tarifs à d'autres zones géographiques ou une escalade des mesures de rétorsion pourrait avoir un effet négatif sur les activités, enfin sur ses activités et sur l'ensemble du secteur. Au-delà des chiffres trimestriels, l'attention se porte sur l'innovation et les développements futurs. Les résultats récents des essais cliniques pour l'orphoglipron, excusez-moi parce que ils ont toujours des noms bizarres. Dites-moi comment est-ce qu'ils font pour trouver ces noms-là? En tout cas, donc les essais cliniques pour l'orphoglipron, voilà, même si j'écorche un tout petit peu ce nom-là, bref, c'est l'orpho quelque chose, allez-y, regardez. Donc, une pilule expérimentale pour la perte de poids ont été particulièrement encourageantes. Donc,
Les données de sécurité et d'efficacité se sont révélées similaires à celles de médicaments injectables à succès déjà sur le marché, tels que l'Ozempic de Novo Nordisk et le Mounjaro ici de Lilly. Donc, cette avancée est significative. Pourquoi? Parce que le consensus parmi les experts de l'industrie suggère que les traitements oraux contre la perte de poids pourraient devenir la solution privilégiée à long terme en raison de leur commodité pour les patients et de leur coût de fabrication potentiellement inférieur. Rappelez-vous, je vous avais mentionné une fois que c'est bien quand ces deux entreprises-là se font une concurrence par les prix. Et donc, si je peux réduire mes coûts de production, on aime bien ça. OK? Donc, personnellement, si j'avais à prendre ce genre de médicament-là, j'aurais préféré que ce soit plutôt une pilule plutôt que quelque chose d'injectable. OK? Tout le monde n'aime pas les aiguilles, on va le dire comme ça. Donc, c'est une très bonne chose. Mais attention, Novo Nordisk n'est pas également en retard par rapport à cette solution-là. OK? Donc, l'annonce de ces résultats positifs a d'ailleurs été saluée par les marchés financiers. L'action de Lilly a enregistré une hausse de plus de 15% à l'annonce de ce genre, de cet événement-là. Donc, on va se dire une chose. Pour le moment, Eli Lilly se porte bien. OK? On a de très belles perspectives, en tout cas pour 2025. Investir à long terme, c'est une succession ici de décisions à court terme. C'est pour ça que c'est important de suivre ces dossiers trimestre après trimestre. On pourrait dire ici que sur Eli Lilly, rien à signaler. C'est, voilà, les trimestres se suivent et se ressemblent, dans le bon sens, on va le dire comme ça. Et donc, n'oubliez pas, ceci est une note d'analyse. Parfois, j'ai l'habitude de partager des notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, m'intéressent, qui sont également à des prix intéressants dans le service Top Premium. Je fais également des analyses sectorielles où, généralement, on étudie les tendances de fond dans certaines industries en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, je lis les rapports financiers sur plusieurs entreprises dans un secteur en particulier. Et je vais tendance à vous donner ici les éléments, positifs et négatifs à court terme. Et également à long terme, on va le dire comme ça, quand c'est possible. Donc tout ceci, vous pouvez retrouver ça ici dans on appelle ça généralement le service Top Premium, OK? Note d'analyse, analyse sectorielle, watchlist. Vous avez également la possibilité de demander des analyses quantitatives et j'en passe. Bref, tout ça en description de la vidéo, mais vous avez un petit cadeau ici en premier commentaire épinglé. Si ça fonctionne encore, ça dit que c'est encore valide, ça ne fonctionne plus, c'est que ce n'est plus valide du tout. OK? Je vous laisse aller voir à quoi ça ressemble. Donc, maintenant, on va passer à l'analyse quantitative, qui est la partie la plus facile de manière générale. Bon, quand je dis facile, entre parenthèses, je dis toujours une chose, c'est que les chiffres, faire de l'analyse quantitative, c'est présenter les chiffres, d'accord? Et faire de l'analyse fondamentale, c'est faire parler les chiffres. Donc, on appelle généralement c'est le quantitatif plus le qualitatif. Donc, le qualitatif s'y répond aux questions qu'on se pose par rapport aux chiffres. On a vu qu'on s'attend de très bons résultats pour cette année 2025. Tout va pour le mieux pour le moment. Donc, Eli Lilly est sur une très bonne trajectoire de croissance et ça pourrait continuer. Faites également attention quand vous regardez une compagnie pharmaceutique, histoire de voir en termes de pourcentage, quand vous regardez ici la recherche et développement, enfin les dépenses opérationnelles, regardez toujours si le niveau de recherche et développement est situé au niveau de la moyenne du secteur, si on est en dessous ou bien au-dessus. C'est important. Parce que parfois, les entreprises peuvent manipuler leurs chiffres en baissant le volume de recherche et développement. Donc, la somme, par exemple, si on dépensait 1 milliard par an, on décide ici de dépenser 200 millions et l'entreprise vous communique ici le fait qu'on décide de dépenser, par exemple, 500 millions. Donc, ça fait qu'on a un bénéfice supplémentaire ici de 500 millions qui va avoir tendance à descendre au niveau des bénéfices nets, moins les taxes et les intérêts. Donc, vous allez vous dire, oh, les bénéfices nets ont augmenté, alors que rien ne, c'est juste une manipulation. Elle n'est pas obligée d'investir autant en recherche et développement, mais ça peut saper son avenir, son futur ici. Donc, il faut faire attention. C'est comme une compagnie comme Coca-Cola ne peut pas s'amuser à réduire ici ses coûts marketing. Il faut faire de la publicité pour vendre. D'accord? Donc, oui, à court terme, ça peut fonctionner, bénéfices nets vont augmenter, etc. Mais à long terme, ça aura un impact sur le business. Donc, ça, c'est une parenthèse qu'on referme ici. Maintenant, pour évaluer du Eli Lilly, idéalement, les compagnies pharmaceutiques, mes amis, s'il vous plaît, 15 fois les bénéfices. Même si vous prenez en considération une éventuelle croissance. Mais quand vous regardez ceci, nous avons une entreprise ici où on s'attend à avoir une croissance assez élevée dans les années à venir, non seulement du point de vue de ces médicaments pour le diabète, mais également pour tout ce qui concerne ici la perte de poids. Il y a également d'autres médicaments ici en pipeline. Donc, on pourrait avoir un succès, de potentiels blockbusters à l'avenir. Je n'en sais rien, parce que tant que ce n'est pas mis sur le marché ici, vous ne pouvez pas avoir tendance à vous projeter. Vous pouvez juste identifier ici la taille du marché, etc. Et on sait généralement ici que tout ce qui concerne cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, ce sont des thématiques ici qui ont tendance, ce sont des marchés, enfin, ce sont des gros marchés, on va le dire comme ça. OK? Donc,
vous n'allez pas... Enfin, c'est bien d'observer le pipeline, mais faut faire attention aux extrapolations. C'est pour ça que j'aime toujours acheter un business ici, surtout une compagnie pharmaceutique, même si vous savez que je déteste les pharmaceutiques de manière générale. Je préfère ici les vendeurs d'instruments. OK? Donc, une compagnie pharmaceutique, ça serait difficile de payer plus de 15 fois les bénéfices. Mais on peut comprendre ici le fait qu'il y ait de la croissance derrière pour pousser le marché à anticiper. OK? Donc, idéalement, comme je l'ai dit, c'est 15 fois les bénéfices. C'est 15 fois les bénéfices. Je me situe aux alentours ici de 540 $ l'action. Ça reste un business assez prévisible. On peut également voir ici, est-ce que les analystes ont tendance à être optimistes ou pessimistes enfin, ils sont optimistes de manière générale. Ils sont encore plus optimistes par rapport à la période précédente. Il y a 6 mois ici, on s'attendait à 34,57 $ pour 2027. Aujourd'hui, c'est 36 $. D'accord? Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. On est optimiste de manière générale, mais de plus en plus. C'est intéressant. Mais tant que 2027 n'est pas arrivé, ne vous dites pas qu'on va avoir cette somme-là. Ça reste ici une guesstimation de manière générale, même si les vents sont favorables pour cette compagnie. Donc, si vous décidez de payer 25 fois les bénéfices, dites-vous qu'en période de maturité, ce business aura tendance à redescendre aux alentours de 15 fois les bénéfices. Le plus important, c'est de savoir est-ce qu'elle va avoir tendance à maintenir ses bénéfices nets dans le temps. OK? Donc, si je dis je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices, ça c'est mon choix. OK? Idéalement aussi, les derniers mois, c'est un business qui s'échange à plus de 40 fois les bénéfices. Mais s'il vous plaît, évitez d'aller payer du 20, 40, 25 fois les bénéfices, sauf si vous êtes fort en extrapolation de manière générale. Mais il faut toujours faire attention par rapport à ça. Si on se base sur le multiple de valorisation maximum ici sur les derniers mois, pour moi, d'accord, c'est 25 fois les bénéfices, je ne paye pas plus que ça, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée. Correctement évalué et ça prend en considération des pincettes. À ce niveau, si on n'a pas de marge de sécurité, non seulement parce que le multiple est élevé par rapport à la moyenne du secteur, même si c'est compréhensible par rapport à la croissance à venir, si elle se réalise, bien sûr. Mais il faut également mentionner une chose, c'est que, sachant que le marché se négocie généralement à 15 fois les bénéfices, il aurait été préférable ici d'avoir un niveau, même si on extrapole un tout petit peu la croissance, quelque chose autour d'une quinzaine, aux alentours de 500 $ par là. Mais je mettrais néanmoins 900 $ dans ma watchlist. C'est une entreprise que je vais suivre. De toute façon, si vous avez accès à la watchlist, vous pouvez taper sur Top Invest, vous allez trouver la vidéo en question. Vous saurez pourquoi est-ce que j'ai marqué 25 fois les bénéfices. Et vous pouvez voir ici autant de je vous donne ce sont mes arguments à moi. La raison pour laquelle, oui, je mets 25 fois, mais je ne serai pas prêt à payer 25 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui. OK? Même si je fixe le prix ici à 900 $ l'action, OK? J'aimerais avoir une marge, je ne considère pas avoir une marge de sécurité. OK? Idéalement, j'aurais bien voulu payer, oui, 25 fois les bénéfices, mais peut-être 25 fois les bénéfices de 2025. Donc, on retourne encore aux alentours de 542 $ l'action. Donc, n'achetez pas une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. On aimerait l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, un prix qui n'implique pas la croissance, pour moi, c'est aux alentours de 540 $ l'action en descendant. OK? Est-ce qu'on a de la dette au sein de cette compagnie? On va aller regarder ça rapidement. Dette nette, 540 moins la dette nette ici aux alentours de 39 $. Donc, ça donne 500 $ l'action. Donc, idéalement, on aimerait l'avoir à 500 $ l'action. Donc, si je le prends à 900 $ ici en prenant en considération 25 fois les bénéfices, donc moins le 40 $ ici, moins 40 $ ici, ça donne à peu près 860. Pas de marge de sécurité pour moi. Maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. OK? Maintenant, donc, dites-vous ici que l'avenir de cette compagnie ne s'arrête pas en 2027. Au-delà de 2027, il y aura peut-être des performances plus élevées. Peut-être qu'on va trouver de nouveaux médicaments, etc. Mais, comme je l'ai dit tantôt, on ne veut pas acheter une compagnie de croissance à un prix qui en implique. Parce que la croissance n'est pas quelque chose, n'est pas une certitude. OK? Elle n'est jamais certaine et elle n'est jamais linéaire. L'entreprise peut rencontrer des problèmes, ce genre de choses-là. Donc, faites attention quand vous extrapolez la croissance. Donc, en date d'aujourd'hui, je mettrai à peu près aux alentours de... Je la mettrai à 860 $ l'action dans ma watchlist. Donc, on vient ici. Je prends ça. Chez Med, c'est une entreprise intéressante à voir en watchlist, les amis. Si ça vous intéresse, bien sûr. On va prendre ça ici. Je pense qu'elle fait moins 14% à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est assez intéressant à aller regarder, surtout s'il y a encore un potentiel de croissance derrière. Donc, on va prendre Eli Lilly. Est-ce qu'elle fait partie de ma watchlist? Bien sûr. Donc, on va dans les pharmaceutiques de manière générale. J'actualise ça ici. Je rappelle que la watchlist, et vous pouvez également avoir accès en description de la vidéo. Et si vous faites partie du Top Premium, vous avez également accès à la watchlist directement. Et n'oubliez pas ici, en premier commentaire épinglé, vous avez un petit cadeau. Et si ce code-là fonctionne encore, tant mieux. OK? On va aller faire ça ici rapidement. Voilà. Donnez-moi juste un instant. OK. Donc, je prends ça. Je vais directement dans pharmaceutique, de manière générale, dans healthcare, on va le dire comme ça. Voilà. Donc, je cherche Eli Lilly, contrôle. Voilà, Eli Lilly.
Voilà. Est-ce que je vais trouver Lily? Bon, c'est pas plus grave que ça. Je vais prendre ça ici. Je vais prendre ça ici par Lily. Voilà, 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 voilà. Où est-ce qu'il se retrouve? Voilà, on a trouvé Lily. On va prendre le target ici à 860 $ l'action. 900 $ qui représente 25 fois les bénéfices de 2027. Moins 40 $ ici de dette nette. Ça donne 860. OK, je mets ça ici. Donc, on va un tout petit peu remonter. Voilà. Et donc, je viens là, je mets la date d'aujourd'hui, de telle sorte que si vous avez accès à la watch, vous savez que la vidéo a été effectuée le 30 du mois de juin 2025. Vous avez juste à la retrouver sur YouTube. Et vous pouvez remarquer ici que l'entreprise est marquée comme étant légèrement sous-évaluée. Mais vous savez pourquoi est-ce que j'ai marqué légèrement sous-évaluée. Donc maintenant, à vous de décider si vous voulez l'acheter à ce prix-là. D'accord? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais s'il vous plaît, lisez vos rapports financiers. OK? Donc, si vous ne trouvez pas le commentaire épinglé, ne vous inquiétez pas, vos cadeaux, je le mettrai ici aux alentours ici de la description. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. OK? Et n'oubliez pas, dimanche prochain, nous avons un live dans le club. Le lien vers le club est également en description de la vidéo. Il est gratuit, d'accord? Dans ce live-là, vous allez avoir tendance à me poser toutes les questions en lien avec le stock picking, d'accord? Je prendrai la peine d'y répondre. Donc, si ça vous intéresse, allez-y directement dans le club et vous aurez toutes les informations par rapport à ça. C'est dimanche prochain, ok? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Eli Lilly, intéressant si on paye un multiple de valorisation assez généreux ici, même si c'est compréhensible par rapport à la croissance à venir. Pour moi, je considère qu'on n'a pas de marge de sécurité, ça ne concerne que moi et je me réserve d'abord et généralement, royalement, le droit de me tromper. Merci, au revoir.